Nous avons le plaisir d'avoir en duplex avec nous la reporter de guerre indépendante Anne Niva qui nous présente son livre La France de face dont un chapitre est consacré à Alès. Je vais montrer le livre d'Anne Niva qui est avec nous ce soir. Bonsoir Madame Niva. Bonsoir, bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous dans Bonsoir le Gard. Alors je le disais, vous êtes connu en tant que reporter de guerre. Vous avez couvert avec courage, seul des années durant, les terrains de conflits armés, notamment en Tchétchénie, en Afghanistan, en Irak, en Syrie. On en parlera dans quelques instants, bien évidemment lié à la guerre en Ukraine. Mais ce soir, c'est de votre dernier ouvrage que l'on voulait parler, La France de face. Comme on peut le lire en couverture, je vais le remontrer, vous avez décidé de donner la parole aux Français que l'on n'entend jamais. Pourquoi ce choix, Anne Niva ? Mais pourquoi pas? Pourquoi? Mais parce que justement, ça se fait pas beaucoup et que moi j'aime bien faire des choses qui sont pas tout à fait évidentes. Sauf que à moi justement, ça paraissait évident d'aller rencontrer des Français. Comme j'en ai, en fait, ce livre c'est la suite d'un premier livre qui était sorti pendant les élections 2017, qui s'appelait Dans quelle France on vit, qui commençait déjà cette enquête en France. Elle n'était tout simplement pas terminée. Aujourd'hui, moi j'estime qu'elle est terminée, mais rien n'est jamais terminé. Mais vous savez, Abdel, moi j'ai posé des questions aux Français et j'ai écouté leurs réponses de la même façon que je pose des questions aux Tchétchènes, aux Afghans, aux Irakiens et finalement à quiconque. Parce que c'est ça qui compte, c'est essayer de savoir ce que pense l'autre, qu'est-ce qu'il a dans la tête, pour qu'ensuite on puisse en débattre, que des politiques puissent éventuellement prendre des mesures, etc., etc. Moi, je considère que le journaliste n'est qu'un intermédiaire, ni plus, mais ni moins qu'un intermédiaire. C'est déjà pas mal être un intermédiaire. Je suis bien d'accord avec vous. Vous le disiez il y a quelques instants, dans quelle France on vit, aux éditions Fayard, ce premier livre, puisque ça fait 10 ans que vous vous intéressez à la France qui change, hein, comme vous le dites, il était finalement peut-être un peu précurseur aussi du mouvement des Gilets jaunes, puisque vous aviez fait une immersion dans 6 villes de France. Qu'est-ce que vous aviez appris de cette France de 2017 ? Mais en 2010, si vous voulez, moi je revenais de 20 ans de couvrir des guerres. Donc, dans les guerres, la violence, elle est évidente. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est-à-dire elle est partout. Et quand je rentrais dans mon pays, la France, qui n'est pas un pays en guerre, il faut quand même le souligner, j'étais marquée par des violences pas évidentes, des violences pas comme dans la guerre, mais des violences sourdes, des malaises, des préoccupations, de la souffrance. Et je me suis dit, c'est là-dessus qu'il faut que j'essaye de faire parler les gens, qu'il faut que j'essaye de comprendre. Et effectivement, le livre Dans quelle France on vit est sorti juste avant le début du mouvement des Gilets jaunes, du mouvement de contestation. Et dans ce livre, le dernier, j'avais interrogé des gens qui me parlaient de leur mal-être, de leurs préoccupations, de leurs angoisses. Et donc, je n'ai pas été terriblement étonnée que ces malaises s'expriment. Ce qui était étonnant, c'était la forme, évidemment, que ça prenait. Les Gilets jaunes, c'était totalement inédit. Et là, cette fois-ci, dans la France de face, 5 ans après, en 2022, Oui. à l'orée de cette présidentielle, est-ce que vous avez été surpris par finalement les témoignages que vous avez recueillis dans les 8 villes de France où vous vous êtes immergé pendant plusieurs mois ? Surprise, pas vraiment, mais ce qui m'importe, c'est surtout que ce que les Français me disent soit clair et que ça puisse être partagé par d'autres et que ça puisse être entendu. C'est ça qui est important. Et je crois que les messages importants, et disons la grande différence entre ce livre, La France de face, et celui de le précédent livre, pendant les précédentes élections présidentielles, c'est que l'ampleur, l'augmentation, disons, de la défiance, c'est-à-dire du manque de confiance entre les Effectivement, Français et ceux qui les représentent, effectivement, parce que sauf dans les votre maires. immersion à Châlons-en-Champagne, où vous vous êtes intéressé particulièrement à l'abstention des jeunes, finalement, Oui. on a un peu le sentiment quand on vous lit qu'on est face à une jeunesse un peu désabusée. Oui, il n'y a pas que la jeunesse, c'est pas tout à fait désabusé, mais disons une jeunesse qui se pose des questions. Et ils ont le droit de se poser des questions. C'est même très bien de s'en poser des questions. C'est mieux de se poser des questions que d'avoir des convictions et de ne pas accepter, disons, le sens critique. Donc les questions qu'ils se posent et qui doivent nous frapper, c'est à quoi ça sert d'aller voter. Alors moi, je ne suis pas là pour juger et leur dire vous devez aller voter ou vous ne devez pas aller voter. Je pense que ce qui est important, c'est d'essayer d'entendre pourquoi ils ne se sentent pas concernés par
une élection présidentielle? Pourquoi ils ont l'impression que on ne pensera pas à eux, que leur voix ne sera pas entendue et que donc du coup, ils préfèrent déjà à l'avance s'en détourner, que les politiques viennent faire campagne uniquement à un certain moment et qu'ensuite on les oublie et qu'ils sont loin d'eux. Moi, j'ai quelqu'un, un jeune de Chalon, qui m'a dit, mais moi, les membres de ma famille ne savent déjà pas vraiment complètement quelle est ma vie. Alors comment un homme politique, un candidat ou une candidate à la présidentielle pourrait-il le savoir? Je pense que c'est important d'entendre ces questions-là. Évidemment qu'elles sont assez effrayantes, mais c'est pas parce que quelque chose est effrayant qu'il faut le mettre sous le tapis, justement. Effectivement, je vais donner la parole à l'une de mes journalistes, Coralie Mollaret. Elle avait une question plus locale, bien évidemment, puisqu'un long chapitre de votre livre est consacré à une ville qu'on connaît bien ici dans le Gard. Oui, et bonsoir Madame Niva. Votre livre, Bonsoir. vous vous êtes donc arrêtée sur la ville d'Alès et vous avez choisi d'aborder la question du trafic de drogue. Qu'est-ce qui vous a frappé? Ah, bah, écoutez, moi, mon but, c'était de montrer que le trafic de drogue existe, pas uniquement dans les grandes villes dont on parle tout le temps dans les médias. C'est-à-dire, c'est pas uniquement Paris, Lyon, Marseille. Ça, il faut quand même que les Français le sachent. Dans énormément de villes moyennes aujourd'hui, voire dans des campagnes, c'est-à-dire dans des plus petites villes, il y a ce trafic de drogue de cannabis, mais aussi de drogue plus dure. Et c'est le cas à Alès. Donc, je me suis dit qu'il fallait le montrer sans rien avoir à démontrer, le montrer, c'est-à-dire aller voir, tout simplement faire un travail de journaliste de terrain, me poser, je me suis posée dans un quartier et j'y ai habité pendant un certain temps et j'ai tout simplement observé. Et je me suis rendu compte que bien sûr, les habitants des autres quartiers, des quartiers adjacents, ne le savaient pas forcément et n'en souffraient pas forcément. Ceux qui souffrent sont bien sûr ceux qui habitent dans le quartier. Donc pour comprendre quelle est leur vie pratique, il faut aller leur poser des questions. Et j'ai bien sûr aussi parlé à ceux qui connaissent très très bien la situation, qui sont les policiers. Les policiers de la ville d'Alès, les policiers de jour, les policiers de nuit, qui ont eu la gentillesse de me parler anonymement, et c'est tout à fait normal, mais qui très précisément m'ont démontré que eux savaient très bien, ils sont parfaitement au courant de ce qui se passe, les policiers à Alès et les policiers dans toutes les villes où il se passe le trafic de drogue. Donc on ne peut pas dire qu'ils ne peuvent pas aller dans ces villes arrêter le trafic de drogue, qu'ils ne veulent pas, pardon, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas parce que comme ils disent, ils seront toujours plus nombreux que nous. Les policiers ne sont pas assez nombreux. Merci Madame Niva. Avant de se quitter, peut-être une question forcément sur l'Ukraine avec ce conflit qui occupe l'actualité nationale et internationale depuis de nombreux jours. Vous, vous êtes reporter de guerre. Quel est votre regard aujourd'hui sur ce conflit entre la Russie et l'Ukraine? Ah, ben, c'est une abomination. Pour moi, c'est très difficile à regarder. Je peux même pas regarder ces images parce que je les ai vécues. Toutes les guerres sont pareilles. Toutes les guerres, il y a des violences de populations civiles qui souffrent. On a vu ce matin cette maternité qui a été touchée par des tirs russes en Ukraine dans le sud. Il y en aura d'autres. Il y aura encore plus de populations civiles qui va mourir. Il faut s'attendre à ça et ne pas détourner les yeux, mais en même temps, que pouvons-nous faire? Nos politiques essayent de trouver des solutions, mais l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, donc nous ne sommes Bah, pas attaqués et donc nous ne pouvons pas rétorquer. Si je peux vous couper juste une seconde, justement, vous étiez sur les territoires où il y a eu la guerre. Il y a aussi une guerre de communication. Alors Ah vous, oui, quand vous oui. regardez les images qu'on voit, quand on entend des fois des personnes défendre Vladimir Poutine, accuser aussi le président ukrainien, quel regard vous portez sur ça? Vous vous dites aujourd'hui, non mais Vladimir Poutine est vraiment fou, ou il peut aussi avoir une vérité qui est dans chaque camp finalement? Non mais écoutez, dans toute guerre, il y a de la propagande. Donc il n'y a rien de nouveau à cela. Il y a les pro-russes, il y a les pro-ukrainiens. Moi, je ne crois ni les uns ni les autres. Et c'est ça le problème, c'est que on n'a pas à les croire. Il faut essayer de comprendre le contexte, le sens, la signification et surtout qu'est-ce qui risque de se passer
pour le futur. Donc, ce n'est pas suffisant de gober, disons, d'avaler cette propagande. Il faut essayer d'aller plus loin, même si je sais que c'est difficile parce que ça veut dire qu'il faut regarder différents médias. Il faut, à mon avis, lire pas mal de presse écrite. C'est peut-être plus raisonnable pour essayer justement d'avoir une idée assez réaliste de ce qui est en train de se passer sur le terrain. Par définition, un journaliste, moi y comprise, quand on est sur le terrain, on ne peut pas tout comprendre de ce qu'on est en train de vivre. Une toute dernière question, Anniva, qui est liée bien évidemment aussi, puisque vous étiez intéressé dans un livre à la Russie, un livre qui s'appelait Un continent derrière Poutine. On entend souvent que Vladimir Poutine est fou, qu'il est déraisonnable, mais finalement, vous êtes allé rencontrer la population russe. Ils en pensent quoi de leur président ? Alors d'abord, je voudrais dire quand même que dire que Vladimir Poutine est fou, à mon avis, c'est trop simple et c'est l'excuser finalement. Et je ne pense pas qu'il faille excuser Vladimir Poutine. Si ce qu'il fait ne nous plaît pas, ce qu'il fait est insensé, mais il le fait. Donc il faut pouvoir réagir. La population russe, d'après ce que je sais, j'y ai vécu 10 ans, j'ai énormément de contacts avec des Russes depuis, bien sûr, depuis toujours, y compris depuis le 24 février dernier. Elle est en même temps soumise justement à une propagande étatique gigantesque, c'est-à-dire qu'en Russie, vous avez 11 fuseaux horaires et il n'y a que la télévision qui compte, bien sûr. Donc les gens regardent la télévision d'État et vous ne pouvez pas imaginer les mensonges qui sont proférés du matin au soir de cette télévision d'État. Mais malgré cette propagande à laquelle la population est soumise, les Russes ont honte. Ils ont honte de ce qui est en train de se passer. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire un soulèvement directement et que Vladimir Poutine, demain, ne sera plus au pouvoir. Ça veut dire qu'ils ont honte, ce qui est déjà quelque chose. Et deuxièmement, beaucoup d'entre eux, même si bien sûr ça reste une minorité, sont capables de faire preuve d'un immense courage et de descendre dans la rue, seuls ou avec des amis à eux, avec des pancartes pour dire non à la guerre, en sachant qu'ils vont être arrêtés et qu'il y aura des conséquences néfastes sans doute sur leur travail. Et je terminerai là-dessus, il y a aussi autre chose, c'est que la population russe est soumise à des sanctions économiques gigantesques, sans précédent. Et c'est assez difficile pour nous de nous rendre compte de ce que cela veut dire concrètement, mais beaucoup de mes contacts russes disent qu'ils se sentent punis. Ils se sentent punis collectivement, alors qu'ils préféreraient que ce soit évidemment leur chef d'État qui soit puni. Donc, c'est la panique que nous vivons, nous, en Occident, face à cette guerre. Les Russes la vivent aussi, mais à leur façon, qui est due à leur histoire, qui est due au contexte aujourd'hui de leur souffrance, mais qu'il ne faut pas négliger. Merci beaucoup, Anniva, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes reporter de guerre, journaliste. La France de face est à retrouver chez tous les bons libraires. Et pour ceux qui s'intéressent à la France des territoires et qui veulent en savoir plus sur la réalité aussi de cette France, c'est à retrouver dans La France de face d'Anniva. Merci beaucoup, Anniva. Merci, Abdel. Mais je pense que je viendrai à Alès très vite dès que je peux pour aller à la librairie Sorrent, je pense. Et puis nous, on espère avoir le plaisir de vous avoir ici en plateau, en direct à Nîmes, dans notre émission d'ici le mois de juin. À très bientôt, Anniva. Au revoir.